Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue à ce 30e Café Génial, le premier de 2024 sur la thématique des zones humides. D'ailleurs, c'est bientôt la journée mondiale des zones humides, hein. L'inauguration a lieu ce 1er février. Euh, donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Benoît Larocque et de l'ONF et Frédéric Parent de l'École des mines de Saint-Étienne qui viennent nous présenter une étude qui a été menée dans l'Aude du coup sur le fonctionnement hydrologique des zones humides de bassin versant. Et également avec nous, Sophie Lebroux du syndicat du bassin de la Goutte qui nous fera un retour sur des travaux de restauration de zones humides de tête de bassin versant, du coup sur son territoire. Je vous propose, comme à l'habitude, que l'on fasse un petit tour d'écran rapidement, donc pour vous présenter, mais de manière rapide, nom, prénom, structure et savoir pourquoi ce sujet vous intéresse. Ensuite, en cours de présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez partager des ressources ou poser des questions, mais dans l'idéal, vous pouvez attendre la fin de la présentation, donc une quinzaine de minutes environ, et ensuite c'est suivi, comme d'habitude, d'un temps d'échange à peu près similaire d'une quinzaine de minutes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vais passer la parole à Jérôme. Ça tombe sur toi, tu es le premier sur mon écran. C'est cadeau. Jérôme Bussière, chargé de mission biodiversité forêt et zones humides au parc des Grands Causses. Laurent, Oui, Laurent Danville, directeur adjoint au parc, et je m'occupe de la ressource en eau également. William, Bonjour à tous, William Pénigaud, chargé de mission environnement à la Fédération des chasseurs du Tarn. Clara, Bonjour, Clara Gritti, je suis chargée de mission en connaissance sur les végétations au Conservatoire botanique national méditerranéen. Aurélie, Bonjour à tous, Aurélie Bonneton de l'ADASE-ADOC, antenne de Cahors, et je suis chargée de mission zones humides à la cellule d'assistance technique aux zones humides du Lot. Peggy, Bonjour à tous et donc meilleurs vœux également. Du coup, moi, je suis technicienne milieu aquatique au syndicat Rivière Salade-Volpe, donc sur les départements d'Ariège et Haute-Garonne. Et ce sujet m'intéresse on s'est lancé depuis quelques années sur la restauration de zones humides de tête de bassin versant par le biais de l'appel à projet de l'Entente pour l'eau. Mais aussi, on a développé dans notre PPG actuel qui court jusqu'à 2027 une thématique zone humide avec 6 actions, dont la mise en place de plans de gestion. Enfin voilà, on veut être assez ambitieux sur cette thématique-là. Et on a aussi, du coup, dans le cadre de l'appel à projet, équipé une zone humide de sons piézométriques. Donc, en fait, j'avais vu la vidéo qui était passée là sur les premiers intervenants, là, donc Benoît Larocque et Frédéric Parent. J'avais trouvé ça assez intéressant, notamment au niveau des conclusions. Donc voilà, j'attends ce webinaire avec impatience pour rentrer un peu plus dans le sujet. super, merci Peggy. Galia, Oui, bonjour, Galia Lemraquin, je suis chargée de mission Natura 2000 au sein du PNR de l'Aubrac. Et en fait, je suis animatrice d'un site cours d'eau qui comprend 3 cours d'eau, une partie du Lot, une partie de la Truyère et du Goul. Voilà, donc je voulais un peu savoir ce qui se dit autour de ça. Et puis, pleine de zones humides, donc merci pour ce webinaire. super, merci Galia. Isabelle, Oui, bonjour. Moi, je suis Isabelle Mandon. Je suis chargée de mission PNR et restauration écologique à la DREAL Occitanie. Et donc, je viens pour ma culture personnelle et professionnelle. Jean-Alexis, Bonjour, du coup, Jean-Alexis Noël du syndicat Rivage. Je travaille sur les zones humides périphériques à l'étang de Sals-le-Cat. Et du coup, voilà, mon boulot, c'est de fabriquer des plans de gestion tout autour de la lagune, une grande lagune méditerranéenne. Aurélie, Aurélie, on ne t'entend pas. Je sais. Mhm. Du coup, on va passer à Océane.
Et Océane, on t'entend. Océane? Ah, donc Océane nous fait un petit coucou. Elle dit bonjour. Apparemment, il y a un petit problème de son. Écoutez, je vous propose du coup, Benoît et Frédéric, je vous laisserai vous présenter en tout début de présentation, et Sophie, pareil, hein, tu te présenteras en début de ta présentation ensuite. Donc Frédéric, je t'invite à partager ton écran, et donc c'est à vous pour une quinzaine de minutes. Bien, bonjour à tous, vous m'entendez là? Vous voyez Très bien. l'écran? Ouais. Bonjour à tous, donc Benoît Larocque, je travaille à l'ONF Midi-Méditerranée, donc c'est l'ONF qui s'occupe des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je m'occupe de développement de projets en faveur de la biodiversité, de politique biodiversité. Je vais laisser Frédéric se présenter, puis après j'introduirai le PowerPoint. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis ingénieur de recherche à Mines Saint-Étienne. Bon, j'interviens sur des questions d'hydrologie généralement depuis plusieurs années, notamment sur des questions d'interaction eau souterraine, eau superficielle, ce qui ne fait pas exception là dans ces thématiques sur les zones humides. Et bon, j'ai une deuxième casquette où je m'intéresse aussi à des problématiques qui sont plus en lien avec des sites et sols pollués et des problématiques de transfert de contaminants, soit par voie hydrologique, soit vers le vivant. Déjà, merci à l'ARB de nous avoir proposé de restituer ce travail. Donc ce travail, il a pour origine une sollicitation de l'Agence de l'eau, RMC, du Conseil départemental de l'Aude et de la région Occitanie, qui s'interrogeait sur les questions de ressources en eau à l'échelle du bassin versant de l'Aude. On a des contrastes très forts entre la partie médiane, donc l'agglomération de Carcassonne, la partie aval, qui sont très demandeuses en eau, avec des problèmes sur le quantitatif, et un bassin versant amont en situation de contraste fort, puisqu'il est extrêmement boisé et avec des occupations de sol naturel. Donc c'était essayer de cerner, alors ça serait bien ambitieux d'estimer les quantités disponibles dans les espaces naturels, mais c'était essayer d'objectiver autant que faire se peut les phénomènes de transfert d'eau dans ces espaces naturels pour voir dans quelle mesure ils contribuent à l'alimentation du bassin versant et donc des secteurs plus aval, et voir les liens un peu amont-aval qui pouvaient se faire à travers les circulations d'eau dans les espaces naturels. Donc, tu peux passer, Frédéric. Donc ça, c'est le plan de la présentation. Tu peux passer, on va alterner les prises de parole. Donc sur la première partie, c'est ce dont je viens de parler, donc un déficit sur le quantitatif très important. Cerner la capacité donc de soutien d'étiage par les milieux naturels et en particulier par les zones humides, et voir aussi, par la même occasion, quel peut être leur rôle dans l'atténuation du signal de pluie et donc la régulation des crues. Donc pour ça, oui, tu peux passer. On a fait un focus sur un sous-bassin de la haute vallée de l'Aude. On en a réfléchi plusieurs, et c'est le sous-bassin du Madre qui a retenu notre attention pour être instrumenté. Donc là, on est en amont de Quillan. Tu peux passer. Donc, quel est le parti pris de ce travail? Ça a été d'instrumenter à l'échelle de la zone humide élémentaire. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, vous allez voir les appareils qui ont été utilisés. Bon, vous les connaissez, piézomètre et mesure de débit, et stations météo, pour voir qu'est-ce qui rentre dans le système et qu'est-ce qui en sort. Donc, instrumenté à l'échelle de la zone humide, mais aussi instrumenté à l'échelle d'un sous-bassin ou de plusieurs sous-bassins dans leur ensemble, pour voir quels sont les transferts d'eau et éventuellement les effets cumulatifs à l'échelle élargie de petits sous-bassins. Ce n'est pas l'entièreté de la tête de bassin versant de l'Aude, mais c'est néanmoins quand même un raisonnement à l'échelle de sous-bassins avec des essais de modélisation pour voir comment ça se passe vis-à-vis d'une succession de zones humides, avec le contraste de sous-bassins qui sont riches en zones humides, à comparer avec des sous-bassins pauvres en zone humide, pour voir un petit peu les différences entre les deux typologies. Donc, ce qu'on voit sur cette diapo, c'est ce que je viens d'expliquer, les deux échelles imbriquées.
et puis des analyses qui vont se faire sous la forme d'une modélisation. Donc on prend les données hydrométéorologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre dans le système par la pluie et par la neige, et qu'est-ce qui en sort en sortie de sous-bassin pour voir un petit peu les transferts d'eau dans le système. La deuxième entrée, c'est de dégager des indicateurs de soutien d'étiage, c'est-à-dire voir à partir des faciès de sous-bassins et de zones humides, lesquels seront les plus propices à cette fonctionnalité sur l'hydrologie, à l'étiage et à la crue. Tu peux passer. Donc là, c'est pour montrer à l'échelle du sous-bassin du Madre, comment on a instrumenté ces échelles imbriquées. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez des zones humides élémentaires sur lesquelles on a mis des piézomètres, et vous avez le contraste de sous-bassins riches en zones humides à comparer avec des sous-bassins pauvres en zones humides, et en sortie de ces différents bassins, on met, vous voyez là, le gabarit en forme de V, donc c'est un débitmètre qui permet de voir qu'est-ce qui sort du système. Et j'aurais dû commencer par la photo qui est en bas, qui est la station météo. Qu'est-ce qui rentre dans le système, comment ça transfère en suivant les piézomètres, et comment ça sort avec les mesures de débit en sortie de bassin. Tu peux passer et tu peux prendre la parole. Oui, merci Benoît. Alors grâce à ce protocole expérimental et à cette instrumentation, on a eu tout un tas de données qu'on a pu utiliser. Donc vous pouvez voir ici sur le tableau finalement les chroniques de données qu'on a sur les différents bassins. Donc c'est pas mal, on a 3-4 années de données sur lesquelles travailler. Alors, je tiens à dire que le travail, bon, c'est pas moi qui l'ai fait tout seul, hein. On a travaillé avec un collègue des mines d'Alès, Guillaume Artigue, voilà, qui avait une grosse habitude des traitements à réaliser sur ce type de données, que ce soit en termes donc d'analyse statistique pour faire des stats sur des données hydrologiques ou de modélisation. Alors lui, il utilise différents types de modèles. Que ce soit des modèles réservoirs ou en ce moment, comme c'est bien dans l'air du temps, il est pas mal sur des questions d'IA avec des modélisations par réseau de neurones. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va vous présenter uniquement les résultats les plus significatifs qui ont été mis en avant. Alors, contrairement à ce qu'on attendait un petit peu au début de l'étude, on s'est rendu compte que quand on faisait les bilans hydrologiques et puis l'analyse des débits à la sortie de chacun des bassins versants, on s'est rendu compte que finalement, les débits étaient un poil plus élevés sur les bassins versants sans zone humide par rapport à des bassins versants avec zone humide. Et qu'on avait du mal finalement à mettre en avant d'un point de vue statistique et puis on va dire en termes de bilan, on avait du mal à mettre en évidence le rôle de soutien d'étiage des zones humides. Par contre, on a pu voir sur un certain nombre de chroniques que les bassins versants avec des zones humides présentes pouvaient avoir un rôle par rapport à l'écrêtage de crues. Notamment après des périodes de sécheresse un peu prolongées, on a l'impression que les zones humides se remplissent en premier avant de permettre à l'eau d'un fort orage d'alimenter les cours d'eau. Alors c'est ce qu'on voit sur la petite le diagramme de droite ici. On voit que on a un petit décalage et un amoindrissement des pics de crue après une période de sécheresse. Donc c'est le trait bleu sur les bassins versants où on a des zones humides. Alors on a synthétisé, notre collègue Guillaume a synthétisé ces résultats sur cette figure. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, comme je viens de le dire, le débit au cours d'eau est un peu plus faible sur les bassins versants avec des zones humides par rapport à ceux sans zone humide. Donc, l'hypothèse qu'on avait faite, c'est que ces bassins versants avec zone humide étaient plus sujets à l'évapotranspiration du fait de la présence d'eau par rapport à des bassins versants avec moins de zones humides.
Alors, cet état de fait peut être intéressant puisque l'évaporation peut être bénéfique, enfin l'évapotranspiration au niveau local peut être bénéfique à tout un massif sur lequel l'eau évaporée retombera sous forme de précipitation. Ça peut aussi mettre en avant le côté vulnérable des zones humides, notamment dans des perspectives d'augmentation de la température et de l'évapotranspiration. La deuxième approche, Benoît en a parlé, était plus une approche un peu conceptuelle où on s'était dit qu'on allait travailler sur des indicateurs de soutien d'étiage. Alors dans le cadre d'un autre projet, le projet ZHTB, donc peut-être on se dira un mot tout à l'heure si vous êtes intéressé, on a essayé de regarder quelle catégorie de zones humides pouvait être potentiellement plus propice au soutien d'étiage, donc c'est-à-dire au stockage d'eau et au déstockage de cette eau avec un délai dans le temps. Donc à l'échelle des sites, on est parti avec une équation, l'équation de Boussinesq, qui est intéressante puisqu'elle permet de travailler à partir de propriétés physiques concernant la géométrie du réservoir et de propriétés hydrodynamiques qui permettent de déterminer son potentiel de stockage d'eau et de stockage d'eau. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a pu, en testant cette équation, sur des gammes de paramètres, on va dire réalistes pour les zones humides, réaliser ce petit type de diagramme où on voit, en fonction des paramètres, le nombre de jours qu'il faudrait pour vidanger une zone humide et puis ici, la décroissance du débit avec le temps. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que avec cette équation, on se rend compte que les petites zones humides de forme allongée, peu épaisses, avec des conductivités hydrauliques faibles, sont assez peu propices au soutien d'estiage. Et c'est le type de zone humide qu'on va retrouver principalement sur le massif du Madre. Du coup, on a essayé d'avoir une approche en changeant d'échelle, de trouver des indicateurs qui soient à l'échelle du bassin versant, des indicateurs de potentiel de stockage d'eau et des indicateurs de connectivité hydraulique qu'on voit ici. Alors, c'était un travail exploratoire qui a donné des résultats intéressants puisque finalement, nos bassins versants avec des zones humides ont pu être modélisés comme des bassins propices, on va dire, au soutien d'étiage compte tenu de ces paramètres. Après, comme il s'agit surtout, on va dire, d'indicateurs ou de paramètres topographiques, on peut se demander si c'est pas plutôt la topographie qui favorise l'implantation de zones humides. Mais voilà, bon, c'était un travail exploratoire qu'on a pu mener avec des stagiaires et des postdocs, parce que c'était un travail un peu compliqué. Ce travail donc a permis, et là c'est Benoît qui va vous en parler, d'avoir une réflexion sur des préconisations opérationnelles par rapport aux résultats et aux conclusions partielles qu'on a pu obtenir. Ok, l'objectif de ce travail, de ce projet, ce n'était pas de raisonner en termes de gestion, enfin en termes de compréhension de fonctionnalités d'habitat naturel, comme on le fait un peu plus classiquement en gestion forestière et de zones humides. C'était vraiment une approche d'hydrologie au départ sur les transferts d'eau à l'étiage et à la crue. Néanmoins, ça peut être intéressant on a essayé de ramener ça à quelques éléments d'écologie et de gestion d'espace naturel. Bon, la diapo est un peu chargée là, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc que ce sont des tourbières de pente. Il y a différentes tailles de tourbières. Elles sont plus petites en zone basse et sur des plages plus vastes en partie haute. Ça s'explique essentiellement par la topographie. Et on est dans le champ des tourbières haute actives en termes de typologie d'habitat. Avec une zone, ce sont des milieux quand même, ça c'est important, qui sont extrêmement fragmentaires et sous forme mosaïque. On a des buttes à sphaigne, on a des zones vraiment tourbeuses, mais on est dans un environnement qu'on qualifiera plutôt de zone humide avec des jonchés, des carissés, donc c'est quelque chose d'extrêmement en mélange. Par rapport à ce qu'a dit Frédéric, il y a quelque chose qui retourne un petit peu, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le potentiel de soutien d'étiage, il est faible. Il y a des débits en sortie, mais on ne peut pas considérer que ce sont vraiment des débits qui relèvent d'un soutien d'étiage. Donc ça tord un peu le coup à une idée qu'on avait nous aussi, de dire que ces zones humides de pente là, donc ces zones humides de type soligène, de petite surface on va dire et de pente, elles fonctionnent
globalement à l'étiage plutôt en autonomie et elles ne sont pas contributives significativement. En revanche, donc, il y a un intérêt manifeste sur l'écrêtage de crues après des périodes d'assec. Donc, tu peux passer à la diapositive suivante. Euh, ah non, ce sera après, mais peu importe. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de gestion? On pourrait partir du principe de dire que les zones humides, d'un point de vue purement hydrologie, les zones humides les plus intéressantes sont celles qui se vidangent le plus en été et donc ont un potentiel de réservoir plus fort. Ceci étant, c'est un raisonnement un peu dangereux en termes de gestionnaire d'espace naturel parce que ça veut dire que ce sont des zones humides qui souffrent du fait qu'elles manquent d'eau en été. Donc, on va prendre le parti, et là, il y a un choix à faire d'une certaine façon, de gérer plutôt de façon à maintenir l'alimentation en eau la plus continue possible pendant toute l'année pour garantir la pérennité du système, quand bien même la fonctionnalité sur l'étiage, elle est relativement limitée. Et puis, on laissera faire la désaturation de la zone humide de façon la plus naturelle possible, sans pousser vers ça, parce que ça risquerait de brûler les sphènes et de détériorer définitivement le milieu. Donc, ça veut dire qu'on va, le gestionnaire, en tout cas le parti pris qu'on a choisi, c'est de gérer cette mosaïque de milieu en essayant d'optimiser les apports d'eau, de gérer avec des lisières plutôt hautes, ce qui est le cas là, puisqu'on est dans une sapinière pour tamponner les phénomènes. Frédéric a dit on s'est rendu compte d'un point de vue bilan hydrologique que ces zones humides, elles ont une évaporation liée à l'affleurement d'eau et une évapotranspiration liée à la végétation propre des zones humides qui est forte. Et donc, dans un contexte d'ensoleillement croissant, on peut penser que le risque, c'est qu'elles s'assèchent d'elles-mêmes par les phénomènes d'évaporation liés à l'ensoleillement et un enneigement aussi qui est de plus en plus limité. Donc, le gestionnaire va essayer de tamponner les phénomènes en jouant sur les lisières. On ne va pas bannir aussi complètement la végétation sur la zone humide. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on revient. On disait il n'y a pas encore si longtemps qu'il fallait enlever toute végétation ligneuse sur les zones humides. Le maintien de certains arbres peut avoir un intérêt en termes d'écologie et puis aussi vis-à-vis de la limitation des phénomènes d'évaporation, encore une fois. Voilà, tu peux. Alors, évidemment, limiter les phénomènes drainants aussi, j'en parle pas. Bon, ça, c'est des choses qui sont connues sur le fait de gérer et éventuellement de boucher des drains, mais avec quelques précautions là-dessus, mais je ne détaille pas. Cette diapositive est intéressante pour vous montrer deux situations. Sur la partie gauche, on voit, alors là, c'est l'analyse des piézomètres, on voit une zone humide où l'alimentation en eau est constante pendant toute l'année. Donc là, on peut dire que d'un point de vue du raisonnement du gestionnaire d'espace naturel, d'écologie, d'habitat naturel, elle est dans une situation très favorable. C'est ce qu'on a sur le haut du massif. Et elle est complètement indépendante de l'annualité et puis des précipitations. Là, les pics, c'est les précipitations. On voit qu'elle est alimentée en eau toute l'année. A contrario, on peut dire que d'un point de vue du service écosystémique, elle n'est pas super intéressante puisqu'elle ne désature pas. Et donc, elle va avoir une capacité de remplissage, notamment suite à des orages, qui soit limitée. Donc, vous voyez qu'il y a, je trouve assez intéressant de voir qu'il peut y avoir des contradictions en termes de la gestion dirigée vers la naturalité et la gestion dirigée vers l'hydrologie. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas jouer aux apprentis sorciers, on va la gérer quand même en essayant de maintenir cette alimentation en eau. Et à droite, vous avez sur le diagramme de droite, et notamment le piézomètre noir est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le début de l'année, ça oscille, mais on a une alimentation en eau qui est correcte. Et puis après, ça chute à partir du mois de juillet. Pourquoi? On est en été, il y a moins de pluie. Et donc là, ce secteur-là de zone humide, il désature. Et on peut considérer d'un point de vue hydrologique qu'il va avoir certaine capacité de remplissage. Donc ça, c'est intéressant. Néanmoins, on peut-être il soutient un petit peu l'étiage parce qu'il se vidange, même si ce n'est pas encore une fois significatif d'un point de vue des débits. Donc il a une certaine capacité de ce secteur de remplissage, mais on peut prédire que là, si les assecs de ce type se répètent, et c'est ce qui risque d'arriver dans les conditions climatiques en cours, on a une zone humide qui va être extrêmement vulnérable et avec un risque de détérioration parce que on a une grande sensibilité aux événements pluvieux et c'est conditionné au fait d'avoir de la pluie pour se remplir et donc assurer un niveau de fonctionnalité écologique, en tout cas, suffisant. Voilà. La photo qui est là illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va gérer
déjà, je pense qu'il faut avoir une gestion extrêmement précautionneuse, hein. Il faut pas être trop interventionniste, mais on va gérer la mosaïque en ne bannissant pas les arbres, en gérant avec des lisières hautes, comme je le disais, pour contenir les phénomènes d'évaporation. Tu peux passer. Alors, rapidement, en conclusion, on peut dire que ça a été quand même un projet de longue haleine, puisqu'on a commencé, nous, en 2017. On vient de terminer là en 2022. On a une relation très complémentaire avec l'ONF, donc c'est, je pense, un beau travail de relation gestionnaire-chercheur qui nous a permis de mettre une instrumentation robuste en place, qui nous a permis d'acquérir des données, de structurer une base de données et puis de pouvoir les analyser ensemble en essayant d'avoir des sorties opérationnelles qui permettent de faire des préconisations de gestion des zones humides. Alors l'avenir dépend souvent des budgets ou des financements qu'on peut avoir. Donc ici, bien sûr, on aurait envie de pérenniser le suivi hydrologique pour l'avenir. Et puis suite à ce projet, il reste tout un tas de questions pour lesquelles on a des méthodologies qui permettraient d'y répondre si on a des moyens humains et financiers pour travailler. Notamment essayer de mieux connaître les réservoirs souterrains, par exemple, avec des investigations géophysiques, puisque une partie de ces zones humides de pente, de tourbières de pente sont alimentées par des eaux souterraines. On pourrait préciser l'origine de l'eau et son cheminement avec des approches géochimiques, et puis essayer d'approfondir le rôle de l'ETP et de la forêt qui sont une question importante dans ce type de travail. En dernier point, des questions se posent de plus en plus sur l'évolution des habitats en relation avec l'hydrologie et notamment les scénarios de changement climatique. Alors pour conclure, tout à la fin, je vais vous laisser là sur cette diapo-là pour vous montrer un petit peu, donc si j'arrive à basculer, les éléments qui sont accessibles sur le site de l'ONF par rapport aux donc, éléments opérationnels qu'on a pu livrer, que ce soit sous forme de vidéo, donc une personne en a parlé, donc l'a déjà vu, ou sous forme ici de fiches techniques. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Avant d'enchaîner sur les questions, peut-être, Frédéric, tu peux éventuellement copier le lien du site et le mettre dans le chat, peut-être, pour qu'on puisse le Oui. récupérer ultérieurement et que les participants puissent le récupérer, même s'il est sur la diapo et qu'elles seront... Arrêtez le partage pour pouvoir trouver l'accès au chat. Oui, et puis, voilà. Comme ça, on se voit mieux pour la partie échange, c'est parfait. Alors, on a déjà Laurent. Voilà, hop, je l'ai mis là. Merci Frédéric. Laurent? Oui, Laurent Danville du Parc des Grands Caux. J'avais une question, merci pour la présentation. Je voulais savoir, parce que c'est vrai que les zones humides, elles sont toutes différentes. Il y en a beaucoup qui sont alimentées, en effet, vous l'avez dit, par les eaux souterraines aussi. Bien sûr, par les précipitations, quelques formations superficielles, mais est-ce que, vous avez dit dans les perspectives, donc c'est pas évident, mais est-ce que vous allez pouvoir par la suite regarder, en fait, quels sont les apports en effet souterrains et quelles sont cette régulation inhérente aux eaux souterraines et quelle est la régulation des zones humides qui sont alimentées par ces eaux souterraines? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de le différencier. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire. Je commence, Benoît? Oui, vas-y. Oui. Bonjour, merci pour cette question. Alors, d'abord, j'ai une petite question. Est-ce que c'est vous qui avez fait votre thèse sur la Garonne? C'est ça, oui. Sur les alimentations en eau souterraine de C'est la ça. Garonne, où vous avez reconstitué le débit, c'est ça? Tout à Ouais, fait, tout à fait. d'accord, oui. Ça fait un Du petit coup, moment. oui, du coup, alors c'est juste entre nous, mais c'est quand j'ai commencé à travailler sur les échanges nappe-rivière, je crois que c'est la première thèse que j'ai lue sur enfin c'est votre thèse, là, c'est la première thèse que j'ai lue sur la question quand on a commencé à travailler sur les échanges nappe-Rhône avec Didier Graillot et Laurent Cadillac, voilà. Bon, Donc, très mais bien. J'espère que ça... vous avez jamais vu ni rencontré, donc c'est Très l'occasion. bien, enchanté. Voilà.
Donc, pour répondre à votre question, oui. Il existe des outils qui sont très intéressants pour répondre à ce type de questions, qui sont les outils géochimiques. Que ce soit des outils donc fondés sur l'analyse des ions majeurs, qui peuvent être utilisés comme des traceurs naturels, ou d'autres outils fondés sur les analyses donc des isotopes de l'eau, l'oxygène ou le deutérium. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est des outils qui vont nous permettre de caractériser l'origine d'une eau. Par exemple, si on a une eau qui a circulé un petit peu longtemps sous terre, elle aura vraisemblablement une minéralisation ou aura été enrichie par un certain nombre d'éléments qu'on ne retrouvera pas forcément dans des eaux de pluie, ce qui nous permet de déterminer par exemple, dans le cas des eaux humides, la part d'eau qui sera liée à une alimentation par la pluie et la part d'eau qui sera apportée par des eaux souterraines. Cette méthode a très très bien marché sur les deux sites du projet que j'ai évoqué, là, le projet ZHCB sur la tourbière de Frasnes dans le Doubs, c'est à la frontière Doubs-Jura, et la tourbière de L'Huitel dans l'Isère, donc en dessous de Champs-Rousse, où on a très bien pu discriminer, enfin notre collègue, donc c'est notre collègue de l'Université de Saint-Étienne qui s'appelle Véronique Lavaste, a très bien pu déterminer grâce à ces outils-là les différentes sources d'eau qui potentiellement alimentaient ces deux sites. Donc potentiellement, si on a donc des contrastes qui existent du point de vue de la géochimie, on devrait pouvoir déterminer l'origine des eaux. Et si on a, on va dire, un jeu de données suffisant et des contrastes suffisants, on peut même aussi travailler sur des équations de partition qui permettent de donner un pourcentage d'apport ou d'un pourcentage on va dire, de constitution d'une eau à un endroit donné en essayant de faire la part des apports. Donc, c'est des outils qui sont vraiment puissants et intéressants, mais qui sont un petit peu coûteux si on veut avoir un diagnostic intéressant. Ça nécessite souvent de faire plusieurs campagnes à minima en haute eau et basse eau. Et si on veut vraiment comprendre les choses, alors c'est quelque chose qu'on a du mal à faire compte tenu de nos emplois du temps, c'est d'avoir une réactivité suffisante pour aller prélever à des moments intéressants. Voilà. Et malheureusement, dans la manière dont on fonctionne, c'est souvent notre agenda qui comment dire, fixe le terrain et pas le terrain qui fixe l'agenda, ce qui est dommage sur ce type de projet. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Frédéric et Benoît? Oui, moi j'en aurais une. Aurélie et ensuite Jérôme. Ok. Du coup, moi, ça serait plus une question à l'échelle du bassin versant. Sur des bassins versants où on a des prairies qui ont tendance à s'embroussailler à cause de la déprise agricole. Du coup, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'au final, on a une perte de fonctionnalité au niveau de tout ce qui est stockage et rétention d'eau sur ces zones-là? Pour moi, c'est difficile à dire. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai vraiment travaillé. Euh, j'ai pas vraiment de recul enfin, on va dire à l'écologie. C'est une des questions qui restait ouverte dans les dernières diapos là, où on voyait que ce soit pour l'OTP, le rôle de la forêt ou ou de la végétation, enfin, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas travaillé. Alors, il existe sûrement des études sur lesquelles on pourrait partir. Mais voilà, moi, j'ai pas vraiment de réponse sur cette question-là. Alors peut-être que Benoît a plus d'éléments, comme il connaît bien la forêt. Oui, je ne peux pas répondre précisément, mais oui, comme tu l'as dit, finalement, les questions amènent d'autres questions. Et là, ce qui est ressorti et qu'on n'avait peut-être pas imaginé à ce point-là, c'est l'importance de l'évapotranspiration, de l'évaporation et de l'évapotranspiration. Des tourbières, des milieux ouverts, des zones humides, qui Dixit, notre collègue Guillaume Artigue, évapore beaucoup. Et puis de la forêt. Donc c'est un peu pareil vis-à-vis de la question posée. C'est quand on va vers une succession végétale de la prairie jusqu'à des
des prébois puis du bois, est-ce qu'on va avoir une fonctionnalité sur l'eau qui va être altérée ou au contraire qui va être améliorée? On peut penser on va augmenter l'évapotranspiration du fait qu'on va augmenter la masse végétale. Alors, il semble que, et ça, il y a des hydrogéologues qui le disent, c'est que sur les bassins versants qui sont très boisés, en tout cas, les débits sont significativement moins importants que sur les bassins versants qui sont en milieu ouvert. Bon, ça, les forestiers, il faut qu'ils l'acceptent, hein. Et donc, d'un point de vue bilan hydrologique en sortie de sous-bassin, on pourrait imaginer, par rapport à votre question, qu'on va perdre du débit, mais on va augmenter la quantité d'évapotranspiration. Mais ce n'est pas forcément mauvais, et c'est l'hypothèse qu'on fait finalement en fin d'étude, c'est de dire que, Frédéric l'a évoqué, eh bien, cette évapotranspiration, cette eau qui transpire, qui part en vapeur d'eau, qui sort sous la forme de vapeur d'eau et pas d'eau liquide en sortie de bassin, elle peut revenir au milieu sous la forme de précipitation. Et ça, donc ça, c'est l'effet microclimatique. Et là, on l'a pressenti dans notre étude. C'est certainement pas un hasard si en été, il fait un orage quasiment tous les jours sur ces hauteurs du Madre. Et finalement, ce n'est qu'une hypothèse, mais le soutien d'étiage, il se fait indirectement par des apports de pluie et des apports directement au cours d'eau suite à une évapotranspiration qui a été largement favorisée par la végétation en place. Donc, il faut raisonner aussi à cette échelle microclimatique. Voilà, je ne sais pas si ça peut donner quelques éléments, mais il n'y a pas uniquement la restitution en sortie de bassin qui peut être modifiée par la végétation, d'autant plus si elle est importante et va croissant, mais il y a aussi cet effet évapotranspiration qui n'est pas néfaste en soi. Merci Benoît et Frédéric. Oui, on voit que la question est pas simple. Jérôme et ensuite Peggy. Oui, enfin moi j'avais deux remarques et ça va dans le sens de ce qui a été dit avant sur le rôle microclimatique. Je connais un peu la zone pour y avoir sévi et je plaide coupable dans l'inventaire des tourbières des Pyrénées-Orientales, donc je connais un petit peu plus le côté Pyrénées-Orientales, mais ce qui est un petit peu déroutant quand on arrive sur ce territoire-là, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de zones humides et qu'elles n'ont pas un fonctionnement classique. On est clairement sous une ère d'influence méditerranéenne, donc il faut un petit peu se méfier des généralités qu'on peut entendre sur les zones humides quand on arrive sur ces territoires-là. Et je connais particulièrement la tête de bassin de l'Aude, le Cap Cyr, qu'on appelle dans les Pyrénées-Orientales la Petite Sibérie, avec pas mal de prairies humides. Et le rôle de l'arbre, on s'est posé la question, effectivement, le rôle de l'arbre dans la tourbière, on s'est assez vite posé la question quand on a fait cet inventaire, parce qu'on entend souvent, et on l'entend encore, dans les problématiques de gestion de zones humides, qu'il faut enlever les arbres. Et on s'est clairement posé la question quand on voit sur la photo du diaporama un pin accroché avec une butte de sphaigne à son pied. Quand on vient du Jura, on peut se dire que l'arbre est en train d'assécher la tourbière et d'appauvrir la butte de sphaigne. Sauf que quand on se balade dans le Cap Cyr, on constate souvent des remontées méditerranéennes et des formations de brouillard. Et il y a sans doute un rôle de l'arbre au-delà de l'aspect évapotranspiration, transpiration, de captage des précipitations occultées qu'on n'arrive pas à mesurer par des mesures classiques, hein, mais la canopée capture l'humidité du brouillard qui tombe à ses pieds. Et il semblerait qu'en fait, ces buttes de sphaigne, elles apparaissent non pas classiquement par un phénomène ombrotrophe classique, c'est-à-dire les eaux de pluie, mais par l'arbre, en fait, qui capte, qui ruisselle le long du tronc ou qui goûte de la canopée. Donc ça, c'est une observation, c'est qu'il faut vraiment se poser la question de dans quelle situation on est, et je trouve que vous le soulignez, ça c'est important. Mais dans les futures études, si vous avez les moyens, c'est d'essayer de mesurer cette captation d'humidité par l'arbre, en fait, et son rôle par rapport à l'alimentation en eau, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu important sur ce secteur-là, quoi. Voilà. Hop, avec le micro, c'est mieux. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, merci.
Voilà, c'est une question qu'on s'était posée aussi au Luitel euh, sur des problématiques d'interception, soit de la pluviométrie, soit de l'humidité par les arbres. Mais malheureusement, sans creuser la question, mais c'est un point qui nous semble intéressant à creuser. Une perspective de recherche pour Ouais. l'avenir. Peggy? Avec le micro. Oui, ça y est. Déjà, merci pour cette présentation donc, qui en effet va un petit peu plus loin que la vidéo que j'avais pu voir. Sur les conclusions, c'est vrai que moi, ça m'a pas mal interrogée, mais bon, d'après tous les critères que vous avez rassemblés, c'est vrai qu'il y a quand même des logiques sur l'aspect massif forestier. Et puis, ce qui vient d'être dit par Jérôme, enfin, je trouve que c'est bien parce que ça complète aussi un petit peu le fait que là, ce soit localisé sur un massif donc sous climat méditerranéen. Donc, c'est pas forcément ce qu'on va retrouver sur l'ensemble des Pyrénées ou par ailleurs, hein, de toute façon. Donc, moi, je me sens pas forcément concernée par ce cas précis, mais ces conclusions m'interpellent quand même, puisqu'en fait, c'est vrai que nous, on se met à restaurer des zones humides un petit peu en tant que syndicat rivière sur l'aspect hydrologique. Hein, c'est un peu là qu'on nous attend. Moi, déjà, alors, une première question qui n'est pas du tout technique, hein, ce qui est plus financière, c'était de savoir combien avait coûté ce projet, parce que c'est vrai que les équipements que vous avez présentés, bon, une station météo, tout ça, c'est un certain coût. Donc moi, c'était juste un aspect déjà financier. Bon, je pense pas qu'on se lancera du tout dans un équipement pareil, mais pour l'instant, on a juste, donc, comme je te disais tout à l'heure, acheté des sondes piézométriques et on se pose la question en fait de faire tourner ce matériel, parce que pour l'instant, on commence à avoir des résultats sur un an sur une toute petite zone humide avec un fonctionnement, on va dire, un apport, enfin une source en fait carrément, donc très proche d'un cours d'eau. Donc finalement, une source qui coule même en été. Enfin, pour l'instant, on n'a pas repéré de corrélation particulière. En plus, là, on n'est pas du tout en secteur boisé, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, on voudrait pouvoir déplacer ce matériel. Mais c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions parce que, comme vous l'avez dit, il y a des critères tellement variés, en fait, entre l'eau qui tombe, la couverture du sol, la nature du sol, la géologie, est-ce qu'on est en milieu karstique, est-ce qu'on est en milieu, enfin, il y a plein de questions à se poser et c'est vrai que dans votre cas de figure, moi aussi, la question que je me posais, c'est, vous étiez donc sur une zone humide évidemment déjà inventoriée, mais est-ce qu'il y avait eu un diagnostic écologique auparavant, un peu poussé pour savoir si son état de fonctionnement était un peu optimal? Puisqu'on sait que les tourbières, alors déjà, vous n'avez pas du tout parlé d'usage pastoral ou de package, donc on suppose que c'est pas forcément un endroit pâturé. Mais voilà, en fait, savoir un petit peu si ces tourbières étaient déjà en bon état de fonctionnement, est-ce que l'état zéro avait été un petit peu regardé et si derrière il y a un suivi, ce que vous disiez écologique, même si bon, moi je m'intéresse plus aussi au côté hydrologique, mais savoir si par le suivi écologique, on voit des réactions aussi par rapport à un fonctionnement, des travaux que vous avez commencé à mener, supprimer un petit peu de végétation, etc. Est-ce qu'il y a eu aussi cette phase de mener où on en est vraiment qu'à l'étude hydrologique? Ouais, je peux commencer. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, hein. Je ne sais pas si parlerai de tout, mais Frédéric va compléter. Déjà, sur les résultats et le fait, comme je disais, que ça retourne un petit peu. C'est bien que ça retourne un petit peu. Alors, on constate que ces tourbières soligènes plutôt de petite surface dans ce secteur des Pyrénées sembleraient contribuer très faiblement au soutien des étiages. Bon, mais c'est comme ça. Mais pour autant, c'est pas inintéressant d'avoir de l'eau dans les milieux naturels. Donc je pense qu'il faut surtout pas considérer que leur gestion, et nous aussi on fait des restaurations de zones humides, que ça c'est mauvais en soi. On va gérer la zone humide, ne serait-ce que pour, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, pour son aspect patrimonial en termes d'espace naturel, et le fait qu'il y ait de l'eau qui circule dans ces milieux naturels et qu'il y ait néanmoins une capacité d'absorption d'eau et de fonctionnalité hydrologique, même si c'est pas sous forme de restitution à l'étiage, c'est intéressant.
Et je ne reparle pas de la crue où là, il semble qu'on ait des signaux plus marqués. Mais Frédéric pourra dire, je pense que dans d'autres sites qu'ils ont étudiés, d'autres types de tourbières, là, en revanche, il y a des capacités de soutien d'étiage qui sont réelles. Mais là, on est sur des tourbières, comme l'a dit Jérôme, c'est des tourbières de pente en milieu supra-méditerranéen, montagnard, bon, un peu les deux au jour d'aujourd'hui. Par rapport à l'instrumentation, on n'a pas trop détaillé, mais il y a un vrai enjeu quand on fait ce type d'études à une échelle, à ces échelles imbriquées de la zone humide, où là c'est assez classique, et du sous-bassin. Il y a un très gros enjeu sur l'instrumentation. Et là, on s'est entouré de compétences, pour nous, de notre service restauration des terres en montagne, des collègues des écoles des mines, pour instrumenter de façon pertinente et ensuite bancariser et gérer une masse de données très importante. Parce que là, on est sur l'ordre d'une cinquantaine de piézomètres, une station météo, avec beaucoup de données qui sont prises sur des pas de temps horaires, et puis des mesures de débit en sortie de bassin. Donc, il y a un vrai enjeu déjà à organiser l'instrumentation, la bancarisation et le traitement des données, et puis de maintenir fonctionnelle l'instrumentation dans un environnement qui est contraint, hein, puisqu'on a eu des questions vis-à-vis de la neige, du gel, de la destruction de matériel lié à des épisodes de crue. Bon, donc c'est quand même quelque chose d'assez costaud en termes d'instrumentation. Frédéric pourra peut-être donner des ordres de prix sur les matériels. Le pâturage, oui, le pâturage, ce sont des zones, on ne l'a pas dit, mais qui sont toutes pâturées. Et sur le fait d'avoir au préalable des diagnostics de fonctionnalité d'un point de vue écologique, on va dire, et puis des états zéro de végétation, on avait, on va dire, puisque ces secteurs-là, ils sont connus, soit parce qu'ils sont dans des forêts gérées avec des plans de gestion, soit des projets d'aires protégées. Donc, on avait dans la phase 0, on va dire, de ce travail, testé et identifié les différents sous-bassins, et on a délibérément choisi celui-là parce qu'on le connaissait. Même si, encore une fois, on voulait sortir de notre zone de confort et de la gestion d'espaces naturels et de l'approche strictement patrimoniale des zones humides pour avoir une étude hydrologique. Et dans les prolongements, vous avez posé la question, dans les prolongements, on va essayer de faire une étude sur la durée du lien, ce coup-ci, entre cette battance piézométrique et l'évolution des habitats naturels. Si je veux compléter, Frédéric. Oui, alors sur les histoires des coûts, nous les sondes qu'on utilise, alors bon, c'est pas pour faire de la pub, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est des Solins. Celles qui permettent d'enregistrer température, conductivité, pression, je crois qu'elles sont pas loin de 1500 € pièce, voire plus. Celles qui font uniquement pression doivent être plutôt dans les 600 €. Donc si on multiplie par 50, on voit que ça commence à faire un petit budget. Au niveau de la station météo, alors bon, parce que nous un peu lâchement à l'école des mines, quand on a commencé le projet, on s'est dit qu'on n'arriverait à rien sur le premier projet zone humide si on partait sur des sites sur lesquels soit il y avait zéro donnée qui existait, soit sur lesquels on n'avait pas de soutien logistique. Donc en général, on a choisi des sites soit qui avaient déjà mis en œuvre l'acquisition de données, soit sur lesquels il y avait des gens motivés pour aller sur le terrain régulièrement pour relever les données. Parce qu'après, bon, il y a tout le coût humain aussi qui est quand même relativement important. Et puis, si on a envie de faire des analyses un peu poussées, par exemple avec un postdoc, je crois que sur l'année, on n'est pas loin de 40 000 € pour son salaire. Un postdoc de 12 mois. Si on veut faire des petites choses pour débroussailler, c'est plutôt les stagiaires de master. Là, c'est de l'ordre de 3 600 € pour défrayer un stagiaire de master. Donc, c'est un coût un petit peu important si on a envie de faire un travail, on va dire, un peu sérieux et sur lequel on donne les moyens d'assurer le suivi dans le temps parce qu'il y a toujours des problèmes. Des sondes en rade qu'il faut remplacer, ou qui sont cassées, volées, ça peut arriver. Il y a des problèmes techniques, les seuils par exemple sur lesquels qui ont été construits par alors l'ONF avait un atelier donc ça a limité un peu les coûts puisque les seuils pour mesurer les débits ont été construits maison on va dire. Malgré tout, il faut quand même y aller régulièrement pour vérifier qu'ils sont pas ensablés ou abîmés pour permettre un suivi des données qui seront à la fin exploitables. Alors pour la station météo, je me rappelle pas du coup. Je me rappelle juste du coût important du pluviomètre qui est un pluviomètre de qualité qui valait rien qu'à lui seul, je crois, 10 000 €.
si je me rappelle bien. Donc une station météo, ça peut être quelque chose aussi, un investissement assez important. Donc voilà, en résumé, bah, des coûts un petit peu importants et puis quand même des moyens humains pour pouvoir faire vivre tout ça. Et Frédéric, excuse-moi, sur le Oui. soutien d'étiage de d'autres catégories, d'autres typologies de tourbières, vous avez montré des choses qui sont différentes en comparaison aux tourbières du Ouais, Madre. attends, j'y viens, Benoît. Pardon. Je réponds aux deux questions de Madame Oui, Guérin. alors si je peux me permettre rapidement, parce qu'on a encore deux interventions et il faudrait qu'on passe à Oui. la deuxième présentation pour Ouais. laisser du Ok. un temps équivalent Bah, à Sophie en 2 ensuite. minutes, je peux faire en 2 minutes. Allez. Sur le diagnostic préalable, il y en avait eu un, puisqu'on avait mis en place tout un tas de critères pour choisir les sites qui soient un petit peu représentatifs de la zone. Et puis, donc, il y avait donc des gens sur place de l'ONF qui connaissaient quand même bien le terrain et qui, en termes d'usage et de fonctionnalité des milieux. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, bah, je vais vous mettre mon mail dans le chat. On est arrivé à la fin du projet zone humide qu'on avait nous avec l'agence, dans lequel était intégré le projet ici sur les zones humides de l'Aude. J'ai créé un petit cloud du projet. Donc, c'est un lien permanent qui permet d'avoir accès à tous les documents, présentations, rapports, etc. Donc, si vous me contactez par mail, je vous l'enverrai. Et d'autre part, on va organiser un petit comité de restitution du projet le 5 mars. Donc, si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai l'invitation. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà reçu, puisqu'il y avait une liste un petit peu importante. Voilà, j'ai fait court. Donc, je vous mets mon mail Merci. Merci Frédéric. dans le. Pour le mail, je rappelle rapidement, en fin de café, j'envoie les présentations et avec tout le monde en copie. Donc, vous aurez les mails de tout le monde, en fait, toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui et les participants auront les mails des intervenants également. Donc, tu peux le mettre, hein, mais je le fais aussi en D'accord, suivant. bah super. Voilà. Bah, en tout cas, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas. Je vous enverrai le lien pour les télécharger et le lien aussi pour vous inscrire au comité de restitution si vous êtes intéressé. Voilà. Merci Frédéric. Vincent, et alors Jean-Alexis, j'ai vu que tu avais levé la main. Alors vraiment, ce sera très rapide après Vincent et ensuite Sophie, on te passe la parole, sachant qu'il y aura aussi un temps de questions suite à la présentation de Sophie, où on pourra reparler un petit peu globalement de tous ces sujets. Vincent, Oui, je compte vous sur toi, m'entendez? rapide. Oui, Vous très m'entendez? bien. Oui. Bon, j'ai pas de caméra, donc j'ai que le son. Donc, je travaille au département sur les espaces naturels sensibles. Et dans cette étude, une de nos forêts a été justement intégrée dans toute l'étude, donc celle de Bac-Pégulier, on l'a vu sur les diapos. Donc, ce que je peux ajouter, c'est que si on est propriétaire de cette forêt, c'est que on l'a achetée au titre des ENS, notamment parce qu'elle avait été plantée dans les années 60 d'épicéas partout, y compris sur les tourbières. Donc, on avait engagé depuis 2012 des actions de restauration en enlevant par débardage à cheval la plupart des résineux qui s'y trouvaient et par évidemment un diagnostic écologique, hydrologique au préalable en 2012. Donc, on n'a pas avancé à l'aveugle. Et différentes discussions entre l'ONF et l'Agence de l'eau, on est non seulement venu à accueillir cette étude, mais aussi à la financer. Et donc, j'ai fait rapidement les coûts. Si je ne me trompe pas, sur 5 ans, les coûts totaux sont aux alentours de 330 000 euros. Tout compris, absolument tout compris. Et je voulais ajouter donc que toute cette entité du Madre audois est pâturée par un groupement pastoral. Alors, il n'y a pas franchement de surpâturage parce que le secteur est tellement immense que, on va dire, les bovins, les équins se répartissent gentiment sur toute cette entité. Voilà pour plus d'enseignements. Là aussi, je peux apporter des compléments après cette visio. Super, merci beaucoup Vincent, du coup, pour ces précisions, le local de l'étape, comme on dit. Jean-Alexis, rapidement, et Sophie, Ouais, ensuite c'est à toi. du coup, du coup, je fais vite, hein, c'est une question technique, hein. Pour les tubes crépinés et la profondeur des piézomètres, le choix de la profondeur pour capter la nappe perchée, enfin la nappe de surface, a été fait comment? En fait, selon substrat, un peu arbitrairement? On est dans ce genre de réflexion actuellement là sur l'ensemble du bassin versant de l'étang de Salsocate. Oui, alors sur le Madre, les zones humides sont relativement peu épaisses.
Donc le choix qui avait été fait, c'était d'atteindre le dur, le substratum, et je crois de crépiner sur toute la hauteur du tube dans un premier temps. Après, c'est vrai que si on veut répondre à des questions plus spécifiques, on peut essayer de crépiner à différentes profondeurs et installer par exemple des piézomètres en flûte de Pan. Euh, Par exemple, alors oui, ça a changé. Par exemple, si on veut détecter, je sais pas moi, une alimentation par le versant qui se ferait sous la tourbière, ça vaut peut-être le coup d'avoir un piézomètre, alors si on a des profondeurs un peu importantes, qui soit par exemple crépiné uniquement sur le dernier mètre. Donc on pourra mesurer le potentiel d'alimentation de ce piézo. euh, En mesurant, par exemple, si on a une forte alimentation par le fond, on aurait un niveau statique qui serait peut-être un peu plus élevé que celui qu'on mesurerait avec un piézomètre crépiné sur toute la hauteur qui intégrerait tout le niveau d'eau. Donc ça dépend vraiment des questions qu'on se pose. Et techniquement, ça peut être assez compliqué, surtout dans des milieux comme des zones humides, de bien assurer l'étanchéité entre les différents niveaux si on crépine à différentes profondeurs. Mais c'est faisable. Sur la tourbière de Frasnes, ils ont ce type d'ouvrages qui sont très, très intéressants pour étudier la dynamique hydraulique de la tourbière. Euh, Par exemple, on a pu mettre en évidence que dans des niveaux plus profonds, on avait des conductivités électriques qui étaient plus fortes, qui sous-entendaient potentiellement une alimentation, alors soit par de l'eau, on n'a pas encore pu trancher parce que c'est pas, on n'est pas arrivé au bout de la question, qui a circulé soit dans des moraines, soit qui potentiellement viendrait du karst avec une chimie qui est stratifiée de la surface vers le fond, avec en surface des eaux qui reflètent un signal d'eau de pluie, donc avec des conductivités d'une vingtaine de microsiemens, et puis au fond, des eaux qui reflètent plutôt une eau qui a été minéralisée, qui a circulé, avec des conductivités qui peuvent monter à 600 microsiemens. Donc, l'intérêt d'avoir des piézomètres crépinés sur différentes hauteurs, ça veut dire qu'on peut affiner le suivi de la chimie à différentes profondeurs dans la tourbière et qu'on peut éventuellement mettre en évidence des comportements hydrauliques différents en fonction des profondeurs. Et ce qui peut être intéressant, c'est signer soit des apports par le fond, soit par les versants. Ok, parfait, merci. Merci beaucoup. Eh bien, Sophie, à toi pour la présentation de projet de restauration de zones humides de tête de bassin versant. Ouais, alors en préalable, nous sur le bassin de la Goutte, on a un suivi piézo-hydro pour l'hydrologie. Donc pour information, on a posé une centaine de piézomètres, enfin piézo-barreaux, parce qu'on a les deux. On a choisi de mettre des barreaux plutôt en sortie de zones humides sur les cours d'eau aussi, pour pouvoir caractériser les sorties. Donc là, on les a posés en 2022 et on est en train de faire les premiers relevés. Je confirme la difficulté, il faut avoir du personnel. Pour les crépines, on a choisi de les faire en interne et on les a fait sur l'ensemble. Donc en fait, on les fait sur place. On les fait en fonction des zones humides qu'on avait. Donc là, je vous laisse, vous aurez les coordonnées de l'animatrice du SAGE qui a piloté l'appel à projet. Donc le choix a été fait de... Moi, je suis la directrice, donc je ne suis pas assez technique pour vous répondre sur ces questions. Mais on a aussi 6 pluviaux, donc qui sont plus ou moins corrélés, suivant les secteurs, parce que parfois, il n'y a pas de réseau. Donc, voilà, ils sont sur photo avec des, oui, sur photovoltaïque, enfin voilà. Bref, c'est un peu compliqué, c'est suivant vraiment au cas par cas. Et le coût donc de toute l'instrumentation, c'était 100 000 €. Voilà, pour info. Donc moi, je vais vous parler plutôt de comment nous, on amène une coordination de gestion et de restauration des zones humides, mais j'allais dire à petit coût, avec l'idée de travailler plutôt avec les agriculteurs et sur un principe de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que on amène des services à l'agriculteur pour qu'il puisse
reconquérir certaines zones de pâturage qu'il avait laissées de côté parce que faute de capacité de les remettre en état, notamment. Voilà. Donc, je suis désolée, moi, je ne suis pas du tout technique. Donc, si vous avez des questions, je les prendrai et je les transmettrai ensuite aux personnes compétentes dans mes services. Donc, le syndicat, le bassin versant de la Goutte, on est vraiment à l'interface du climat méditerranéen et atlantique, un peu comme vous avez pu présenter sur l'Aude. Donc, on est vraiment sur la Montagne Noire et le Cidobre. Donc, on couvre un bassin versant de 3500 km² avec une grande zone. Hop, je vais peut-être passer sur l'autre diapo, pardon. Une grande zone de montagne, donc où vous avez une myriade de petites zones humides qui vont du 100 mètres carrés à 2 ou 3 hectares, mais guère plus. Et après, on a une grande zone de plaine plutôt céréalière. Aujourd'hui, on a à peu près 6000 hectares de zones humides connues sur le bassin versant et on n'a que 35% du bassin versant qui est prospecté. Donc, on s'est très, très vite interrogé sur ce rôle de zone tampon, nous aussi, hein, et sur l'aspect hydraulique et hydrologique, mais on est parti sur le principe que toutes les zones humides qu'on pouvait garder fonctionnelles valaient la peine. Donc, j'aurais pu prendre le parti de présenter le projet qu'on mène avec l'ONF, mais ce n'était pas le but de l'intervention, c'était d'être à peu près complémentaire. Donc, d'abord l'équipe, parce que c'est important, c'est-à-dire qu'on est quand même 14 au syndicat de Rivière et on a une équipe de travaux en régie, notamment un agent qui est plutôt polyvalent et qui est mis à disposition de l'ensemble de nos techniciens et chargés de mission et qui va faire cette main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il va aller travailler notamment par exemple sur les relevés de piezo ou les protections de piezo, c'est lui qui va les faire et tous les mois, il va aller nettoyer les pluviaux, etc. Et donc ça, c'est extrêmement important quand on met en place un protocole, d'avoir les personnes qui puissent en effet répondre à ces protocoles. Donc là, j'insiste beaucoup sur l'équipe de travaux où on a 4 personnes parce que ça va aussi conditionner toutes nos actions, en plus d'avoir des techniciens de rivière dédiés sur des sites précis et après de l'expertise et de l'ingénierie en interne. Voilà. Donc, je vais vous présenter 2 projets que l'on a eus. D'abord, les restaurations de zones humides en secteur de Moulperrière. Donc, nous, là, l'entrée, ce n'était pas du tout la zone humide, mais c'était vraiment de protéger avec le parc naturel régional du Haut-Languedoc qui porte l'animation du site Natura 2000, la rivière Arne. Et puisqu'on a une population de Moulperrière très importante sur ce secteur-là, donc vraiment l'entrée, c'était éviter le piétinement dans le cours d'eau et l'apport en fait de sédiments dans le cours d'eau. Et sur ces bords sur tout le bassin de l'Arne, c'est une immense zone humide. Si je retourne sur ma carte, nous sommes ici. Donc je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, hein. Donc, vous voyez que le cours d'eau est très fortement lié à son bassin versant et à la présence de nombreuses zones humides. Et donc, il nous semblait important avec le parc d'avoir une opération sur ces zones humides en lien avec le cours d'eau. On a la chance aussi que le département de l'Hérault était propriétaire d'une grande zone en ENS. Donc, c'était plus simple. Et on avait aussi le Seine qui avait l'habitude de travailler en milieu humide et agricole, donc pastoral sur ce secteur-là. Voilà. Donc, l'idée, ça a été de travailler avec une agricultrice volontaire. Donc, elle a des chevaux, hein, qui était très, très embêtée puisque la zone était complètement embroussaillée.
très compliqué d'accès pour elle et il n'y avait plus de clôture. Donc, elle n'utilisait plus du tout le secteur de cette zone humide et elle perdait une grande surface pour ses chevaux. Donc, du coup, elle avait d'autres zones humides qui étaient pour le coup surpâturées par les chevaux puisqu'elle n'avait plus accès à ces hectares là. Donc, on est intervenu et on intervient toujours avec elle. Donc, il y a eu une forte discussion puisqu'il fallait qu'elle perde quand même de la surface. Donc, on a reculé l'ancienne clôture entre 3 et 5 mètres par rapport au cours d'eau. On a mis à disposition l'équipe. Via un plat de relance, on a pu acheter le matériel, donc les clôtures, etc., qu'elle a choisi. Hein. Donc, c'est elle qui nous dit, voilà, ses besoins. On a aussi retouché certaines clôtures. Par exemple, vous avez les jambes de force. Voilà, nous, ce n'était pas du tout notre métier de base. Hein, donc, on l'a fait avec elle pour que les chevaux ne soient pas en danger aussi. Et donc, on a mis à disposition l'équipe du syndicat pour débroussailler la mise en place de la clôture. Donc, voilà, l'enlèvement des anciens barbelés. Et donc, on a fourni à la fois les matériaux nécessaires et la main-d'œuvre. Et donc, aujourd'hui, cette zone maintenant va nous permettre qu'elle va pouvoir remettre ces animaux sur place. Donc, les animaux vont procéder au débroussaillage et au maintien de la zone humide. Et inversement, elle va moins utiliser les autres zones humides à proximité du bassin versant de l'Arne. Donc, il y aura moins d'apports en sédiments dans la rivière Arne. Donc là, vraiment, c'était une problématique de qualité, hein, on est bien d'accord. Et on a complété aussi par la mise en place de plans et de boutures et de la régénération naturelle en bord de rivière pour qu'il y ait aussi de l'ombrage et dans le cours d'eau et pour les animaux côté zone humide. Donc ça, c'est le premier projet que l'on a porté. Et puis, on a tout un programme de travaux qu'on appelle, nous, agro-environnementaux. Alors, je sais qu'il y a William, j'aurais pu prendre la plaine. On était sur les têtes de bassin versant. Je suis désolée, William, mais on a aussi des grands projets, des gros projets avec la Fédération de chasse. Donc, nous, on travaille toujours en partenariat et on arrive pour être facilitateur et amener des solutions aussi financières. Donc, de la même façon que l'on a pu vous présenter précédemment, là, pour le coup, on est vraiment sur du maintien d'une fonctionnalité de zone humide. Et on a des zones humides où des agriculteurs appelaient la Chambre d'agriculture du Tarn en disant là, c'est trop difficile pour moi de la travailler, elle s'embroussaille, donc je voudrais drainer ma zone humide et pour pouvoir la sécher et pour pouvoir remettre mes bêtes dedans. Et donc, il y a un vrai travail partenariat avec la Chambre d'agriculture du Tarn qui fait une première rencontre avec l'exploitant, qui fait vraiment un diagnostic d'exploitation, qui réfléchit avec l'agriculteur des conditions qu'il a de travail. Et nous arrivons dans un deuxième temps par rapport à ce diagnostic pour regarder si on peut lui proposer une solution qui est autre que le drainage de sa zone humide. Donc vraiment, là, on est sur du maintien. J'allais dire peu importe la zone humide, vraiment l'idée, c'est de préserver les cours d'eau de tête de bassin versant. Et c'est ce que nous a permis aussi l'instrumentation, puisqu'on va en avoir, alors on l'a fait en 2022, donc on a peu de recul, mais l'idée, c'est de les garder pendant 10 ans. Mais déjà, la première année d'exploitation de données, on voit que sur les secteurs où on a des zones humides, en tout cas, on n'a pas d'assec des cours d'eau. Et les cours d'eau restent à des températures beaucoup plus bas que ce qu'on peut avoir sur des cours d'eau où il n'y a pas de zone humide. C'est-à-dire qu'on a des cours d'eau l'été avec une température d'eau à 16-17 degrés, alors qu'on est plutôt autour de 22-23 degrés. Et parfois, ce n'est pas forcément le débit qui est important du cours d'eau.
Bon, s'il est à sec, là, c'est plus gênant, mais le débit d'étiage, il reste assez constant, quel que soit qu'il y ait ou pas des zones humides. C'est la température de l'eau du cours d'eau qui est extrêmement important, notamment en zone de truite. Donc, on part, nous, du principe que toutes les zones humides que l'on peut préserver ou restaurer sont importantes. Donc, on ne fait pas de différenciation. Donc, sur ce projet-là, l'idée, c'est d'amener une facilitation à l'agriculteur. Donc, nous, on porte des marchés à bon de commande, tout simplement, de clôture, de matériel, de points d'abreuvement, etc. Et on accompagne l'agriculteur à la mise en œuvre des solutions d'aménagement qui va lui permettre d'optimiser la gestion de sa zone humide ou de la remettre dans son exploitation pour son élevage. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc là, je vous ai mis le protocole qu'on a mis en place avec la Chambre d'agriculture et donc là, c'est le GAEC de la Guette et d'Alary, où on peut proposer des petits passages à ce qu'on appelle, nous, des demi-buses, pour qu'il ait des passages préférentiels de son troupeau pour accéder à des parcelles qu'il n'utilisait pas, des points d'abreuvement et des postes de clôture. C'est essentiellement ce type-là. Et puis après, on propose une gestion sélective aussi de la ripisylve, donc au bord du cours d'eau, pour que nous, on puisse garder quand même un certain ombrage au niveau du cours d'eau. Ça donne aussi, suivant les espèces, la possibilité que l'exploitant puisse utiliser les arbres à proximité aussi pour nourrir ses bêtes, suivant le troupeau qu'il aura. Donc, très concrètement, on a fait aussi un petit livret sur différents aménagements. Donc, c'est avec toujours la Chambre d'agriculture du Tarn, sur la mise en place de donc, ces fameuses arches demi-buses, voilà, comment le poser, des protocoles. De la même façon, donc nous, on amène le matériel sur place, on le commande, on l'amène sur place. On a donc des lignes dédiées et au besoin, on peut aussi fournir l'équipe, voilà, si c'est nécessaire. On accompagne toujours on a toujours des ateliers participatifs pour les premiers agriculteurs et après, ils le font entre eux. Et ça permet aussi de mettre du lien entre les différents agriculteurs. Donc là, c'est pareil. Donc, on fait de la plantation de ripisylve. Donc là, nous, on a une programmation particulière sur les plantations de bord de cours d'eau, puisque ça, nous, on le prend en charge à 100%. On amène les plants et après, on le fait avec l'agriculteur. Voilà. Donc, l'autre particularité aussi, c'est qu'on n'a pas souhaité que ce soit gratuit, entre guillemets. Donc, ça veut dire que nous, on achète le matériel, on va chercher les financements. Donc, on est à 80% hors taxe de financement. Et on refacture à l'agriculteur les 20% restants et la TVA. Donc, lui, il récupère sa TVA et donc, ça lui coûte du 20% hors taxe. Souvent, on est sur des projets qui vont coûter entre 500 et au maximum, quand on a des grands secteurs d'élevage, on est autour de 2 000 € pour l'agriculteur. Donc, c'est très avantageux pour lui. Et donc, nous, on fait l'avance quelque part. On couvre les retards de subvention parce que parfois, on est sur des fonds FEADER, donc ça prend extrêmement de temps pour recevoir les soldes. Mais l'idée, c'est de pouvoir être facilitateur et vraiment de pouvoir maintenir l'élevage aussi sur notre territoire puisqu'il est très fragilisé. Voilà, j'ai essayé d'être assez courte. Vous avez les différents, donc moi, voilà, en tant que directrice, mais vous pouvez contacter si vous voulez avoir plus d'informations, Marie Molinier, qui, elle, gère la partie liaison avec le monde agricole, ou Lucie Sélos. J'aurais pu mettre aussi Sophie Fabre-Réguillon. Bon, j'ai mis Lucie, qui, elle, est plus notre référente zone humide, puisqu'on fait aussi les inventaires en interne de zone humide. Voilà, j'espère avoir été trop longue. Non, c'était parfait. Tu as tenu pile 15 minutes. Merci beaucoup, Sophie.
C'était très intéressant, totalement différent, mais très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation, des remarques? C'est toujours la première main qui est la plus difficile à lever. Je me permets, Peggy, tu disais tout à l'heure du coup que vous avez ce genre de problématique aussi où je me suis trompée, enfin vous avez par rapport à l'agriculture et c'est des travaux que vous mettez en place également, ce genre de choses? Alors oui, bah, c'est sûr que là, du coup, enfin, pour l'instant, j'ai pas de question qui me vient parce que j'ai trouvé la présentation assez complète et puis ça fait pas mal écho à. Enfin, vous savez certainement beaucoup de syndicats rivières, on est avec l'association Demain de Berge et donc du coup, on échange assez souvent et du coup, on se pose des questions toujours un peu les mêmes hein, depuis en tant que syndicat Gemapia, on doit travailler sur les zones humides. Donc avec Marie Moulinier notamment, qui est assez active aussi et voilà, on se demande souvent des services, donc notamment sur ces aspects conventionnement avec les agriculteurs, le matériel acheté à 80%, restitution à l'agriculteur. Nous, on se pose un peu les mêmes questions, seulement on est un petit peu précoce dans ces actions. On vient à peine d'entamer des travaux, en effet, avec un agriculteur en bord de Salat. On lui a mis en place une pompe fixe dans le lit du Salat même, avec un panneau solaire et puis du coup un abreuvoir de 2000 litres là, donc c'est vraiment tout récent, hein, ça, c'est un dispositif qui a à peine un mois. La convention, justement, elle va passer en conseil très bientôt et alors là, on était très bien financé sur ce projet-là, puis c'était un peu expérimental, donc du coup, on va pas faire payer l'agriculteur, mais effectivement, on commence à peine et toutes les expériences sont bonnes à prendre en fait pour essayer de se faire à la main. Donc c'est vrai qu'on a un peu une logique de réseau où on essaye d'avoir pas mal de retours d'expérience des autres collègues et des autres structures aussi parce qu'on travaille notamment sur le bassin versant de l'Arbasse avec le Seine-Occitanie depuis 3 ans maintenant. Donc eux, ils ont été financés par France Relance et puis ils veulent continuer avec le Fonds vert. Donc là, on est sur des cours d'eau qui subissent des assecs avec donc des problématiques assez particulières pour pouvoir mettre en place le bon dispositif, notamment des pompes solaires mobiles pour aller se positionner dans des trous d'eau qui restent du cours d'eau. La captation de sources aussi d'affluents secondaires parce que souvent, c'est ce qu'on voit aussi nous. Pour ça, j'aurais bien, enfin, pas que j'aurais bien continué à réagir sur la première présentation, mais c'est vrai que par rapport à nous, ce qu'on a pu observer sur les affluents, on va dire un peu plus secondaires, voire tertiaires, mais de la plaine, donc de la plaine qui souffre un peu plus au niveau changement climatique et donc réchauffement, hausse de la thermie des cours d'eau, etc. On observe quand même des apports latéraux. Donc, le rôle des zones humides, il faudrait équiper, suréquiper des bassins. Enfin, c'est vrai pour l'instant, on estime ne pas forcément avoir les moyens ou on essaie de se faire en fait plusieurs avis pour savoir comment faire. Ce que je disais un peu tout à l'heure, on ne sait pas trop où aller parce que entre la comparaison, enfin prendre une comparaison d'un sous-BV non, enfin où il y a très peu de zones humides par rapport à des bassins où il y a des zones humides. Bah, c'est vrai que ça démultiplie quand même le matériel et pour l'instant, on n'a acheté que 6 sondes, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup hein, par rapport aux autres collègues. Et en fait, voilà, nous, on essaye de prendre un petit peu ce qui se passe géré par d'autres partenaires. Mais là, en tout cas, on a plusieurs expériences du coup. On a le Salat qui est plutôt un cours d'eau, bon, qui a une hydrologie qui souffre, mais où il y a encore quand même malgré tout de l'eau. Donc là, on a fait un pompage fixe en espérant que ça puisse correspondre à la demande l'été. Et après, on a cet exemple du travail mené avec le Seine, où là, on est plutôt sur un cours d'eau avec des assecs, avec donc soit du captage de sources qui, a priori, coule toujours. Donc, même si c'est un tout petit filet, ça suffit à faire de l'abreuvoir gravitaire. Des passages à gué. Donc là, par exemple, l'expérience sur les 2012, bah, c'est quelque chose que j'avais pas encore vu. Donc ça peut, enfin, faut voir si ça peut être intéressant. Et puis on a aussi négocié avec certains agriculteurs sur la mise en défense zones humides pour pouvoir les ouvrir en fin d'été
et essayer de jouer sur convaincre que c'est un fourrage du coup plus tardif, alors que le reste de la prairie est un peu grillé, quoi. Mais bon, c'est du travail de longue haleine, en fait. On a aussi le PAEC Comminges qui est démarré depuis l'année dernière avec la REMIP. Donc, vous voyez, en fait, on est beaucoup d'acteurs entre nous, comment on s'associe avec nos 4 ZH pour pouvoir motiver aussi un petit peu les agris. Beaucoup de travail de terrain, beaucoup d'animation foncière, beaucoup de rencontres sur le terrain. Et nous, malheureusement aussi, sur notre territoire, on a un petit peu de difficulté à amener avec nous la Chambre d'agriculture. Moi, ça fait un petit moment que je suis quand même tout ce qui se passe au niveau des zones humides, hein. Je pense à la DASEA 32. Ça fait très longtemps que je suis un petit peu ce qui se passe sur les zones humides, même si on s'en occupait pas directement. Et nous, le problème, c'est que la gestion avec le monde agricole, elle est un peu complexe, en fait. En tout cas, les chambres d'agriculture sont pas forcément des partenaires. Alors, j'allais dire, enfin, vraiment, moi, ça a été la volonté que je donne à mes techniciens, où nous, on arrive vraiment facilitateur et coordonnateur. C'est-à-dire que nous, on va pas prendre l'entrée cours d'eau au milieu. C'est vraiment un parti pris. C'est vraiment plutôt, alors peut-être William, tu pourras compléter, c'est de l'opportunisme peut-être, mais c'est de dire il y a des acteurs qui ont plus de facilité à pousser la porte et à discuter. Alors c'est la chambre pour le haut, sur le haut à goutte, c'est plutôt la chambre d'agriculture. Sur la partie pleine, je pense sur le sort, voilà, alors là pour le coup avec une hydrologie proche du néant l'été. On travaille énormément, par exemple, à la fédération de chasse, puisque voilà, il y a un vrai réseau qui existe et il y a un besoin. Et on est vraiment sur ce protocole de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la fédération de chasse, c'est la biodiversité et le monde synégétique. Et l'idée, c'est de dire, bon, mais quand on arrive à rentrer chez l'agriculteur ou chez le forestier aussi, hein, parce que l'ONF nous aide aussi énormément, après, on leur parle, nous, ce qui nous intéresse, c'est de garder une fonctionnalité sur le milieu et on peut vous apporter ça. Mais on vient de dire, c'est pas l'entrée milieu, c'est vraiment l'entrée de l'exploitant et de l'exploitation. Vous avez un souci, vous avez des besoins, comment on peut mixer toutes les bonnes volontés. Alors c'est vrai que nous, on a une immense chance et je le reconnais, c'est qu'on a cette habitude de travail, que ce soit la chambre, les fédés, je peux citer Arbre et Paysage, je peux citer tous les acteurs, le CNF, le CRPF, voilà. On a cette habitude de travail, le parc aussi, depuis de longues années maintenant. Et donc, ça nous permet, en effet, de rentrer, non pas il faut protéger une rivière ou une zone humide, mais c'est de dire, voilà, vous avez cette problématique sur votre exploitation. Nous, on peut vous apporter ces solutions, mais par contre, en gagnant-gagnant, on souhaiterait que. Et pour le coup, on arrive à ouvrir beaucoup plus de portes. Oui, juste pour finir comme ça, après je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais oui, ça je le comprends tout à fait. Mais d'ailleurs, on a aussi eu l'expérience d'une demande, enfin d'une sollicitation. On a aussi des sollicitations directes de plus en plus, donc on est de plus en plus entre guillemets vu avec nos 4 ZH comme pouvant débloquer des situations. Donc voilà, ça prend du temps, mais on va aussi apprendre à communiquer un petit peu plus sur ce qu'on peut apporter. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que vu ce qu'on est en train de vivre, alors effectivement, on souffre un peu moins que ce qui est, enfin, les personnes qui ont présenté la première partie, et puis peut-être vous aussi si vous êtes sous influence méditerranéenne. Nous, on est à la limite, mais bon, on a quand même une fraction du bassin qui souffre. Donc voilà, on voit les choses changer et on a de plus en plus de demandes des agriculteurs dans ce sens, hein, qui rencontrent de vraies difficultés. Merci Peggy. Merci. Je vois que Frédéric voulait intervenir. Ce sera peut-être une intervention de conclusion bientôt. Frédéric, on ne t'entend pas?
Ah oui, voilà, j'avais pas mis le micro. C'est mieux. C'était juste pour apporter un complément, enfin, peut-être d'information par rapport à ces cours d'eau là qui ont des températures de 16 degrés. Euh, En général, quand on a des températures un peu basses comme ça, puis si elles sont assez stables dans l'année, souvent ça signe un apport d'eau souterraine pas trop profonde. Euh, à voir en général, classiquement, on dit que la température d'une eau souterraine pas trop profonde est à peu près celle de la moyenne annuelle de la température de l'air. Donc ça fait peut-être un peu fort pour la région là-bas. Et puis, il faudra peut-être regarder d'un point de vue de la géologie comment ça se passe, puisque vous dites qu'il y a des secteurs qui ont l'air plutôt secs et d'autres plutôt humides. Alors, je sais que c'est assez compliqué par chez vous, pour avoir travaillé du côté de Salsigne, donc de l'autre côté de la montagne. Je me suis rendu compte que c'était quand même un sacré puzzle de Oui. la carte géole dans le coin. Alors là, on est en train, en effet, on a fait travailler un groupe de la faculté de Montpellier sur la connaissance, en effet, souterraine, parce qu'en fait, c'est extrêmement complexe et on n'a pas de données. Personne n'a vraiment compilé ce qu'il y a pu avoir, etc. On a découvert des petites zones de karst, on a découvert des zones fracturées. Enfin, c'est extrêmement compliqué. On se pose aussi cette question-là sur nos zones humides instrumentées. Quel est l'apport en fait du milieu souterrain dans la zone humide et pas seulement des précipitations, parce qu'on s'aperçoit que la zone humide reste parfois assez haute, alors qu'il n'y a pas eu de précipitations pendant 2 ou 3 mois. Donc soit en effet il n'y a pas de entre guillemets de vidange. Je ne sais pas si j'ai les bons termes, je suis désolée, je ne suis pas du tout technicienne. Soit, en effet, on a des exports plutôt souterrains. Et ça, en effet, on se pose beaucoup de questions là-dessus et on attend d'avoir plusieurs années, puisque nous, on débute sur l'instrumentation, même si, voilà, 100 piézomètres sur 40 zones humides, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup, avec des profils et des climats différents. C'est pour ça qu'aussi, on a 5 pluviaux parce qu'on n'a pas du tout les mêmes profils climatiques suivant les secteurs où on a instrumenté. C'était ça aussi qui nous intéressait. Mais tout ça, en effet, c'est des vraies questions. Mais là, je suis désolée, c'est plus ma collègue, l'autre Sophie Favre-Réguillon, qui sera en capacité de vous dire où en sont toutes ces réflexions. Par contre, pour peut-être compléter, nous, on est sous des piézomètres, baromètres chez SDEC, qui sont un petit peu moins chers, alors peut-être moins fiables, je ne sais pas, là, je ne pourrais pas vous répondre. Et après, les pluviaux, c'est entre 1 000 et 1 500 euros le pluvio, suivant s'il est en autonomie ou pas, puisque nous, on a eu la chance de pouvoir utiliser des systèmes Sofrel sur le secteur. Donc là, on n'est pas nécessaire à avoir un panneau pour pouvoir alimenter. Et on en a un, par contre, en effet, il faut aller collecter la donnée, puisque là, on n'avait pas ni de possibilité de le faire en satellite. Enfin voilà, c'était une zone très blanche. Donc voilà, on doit s'adapter, etc. Et puis, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Poser, c'est bien, mais la collecte et la bancarisation et l'analyse des données, c'est énorme. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment, quand on pose cette question, c'est quel est l'objectif d'instrumenter? Parce que vous n'allez pas instrumenter de la même façon. Enfin, nous, on l'a fait pour l'ONF, pour les suivis, après des bouchages de drains. Le protocole est complètement différent que le protocole de suivi, j'allais dire, du climat, de la réaction des zones humides par rapport au climat. Donc voilà, la question qu'on se pose au départ va nécessiter d'avoir un protocole spécifique. J'ai bien compris la leçon de mon animatrice sage. Et on n'instrumentera pas de la même façon. Et en préalable, il faut bien penser, enfin moi j'ai un agent qui passe quasiment 1 semaine par mois pour aller nettoyer les piézos, etc. Là, on a lancé la collecte des données. Donc, on l'a fait à peu près tous les 3 mois pour être sûr de ne pas perdre la donnée. C'est 1 semaine où il va y aller. En effet, il a neigé. Ben, il est allé dans la neige collecter les données. Voilà, c'est quand même, voilà, il ne faut pas négliger. Il a fait toutes les protections. Très bête, on pose un piézo, mais il faut le protéger parce que il y a du bétail autour du piézo et il faut les pouvoir
que l'agriculteur puisse l'identifier facilement, que ça corresponde, la protection corresponde au bétail, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions en amont à se poser quand on fait ces choses-là, quoi. Et vous travaillez avec qui à Montpellier? Alors, nous, on a un alternant qui a à la faculté de Montpellier, à comment ça s'appelle déjà? HSM? Ouais, c'est ça. Sur l'aspect, donc lui plutôt eau, rivière, mais ils ont un volet aussi hydrogéol. Et, Là, il y a et donc, on une a grosse fait équipe dans l'hydrogène, ouais. voilà. Ouais. Et donc, on a fait un PIT sur l'hydrogéol là-dessus. Puis ils ont plein de stagiaires, donc non, Oui. bah, peut-être que vous allez pouvoir avancer avec eux, c'est super. Ouais. Mm. Merci à tous. Peggy, tu as toujours la main levée, mais c'est peut-être de tout à l'heure ou tu Non, voulais... c'était juste pour ajouter une petite info, mais peut-être que certains l'ont déjà. Hier, on était en réunion donc sur notre PPG avec notamment notre chargée de mission région Occitanie, et elle nous a indiqué qu'allait être lancée une étude du BRGM sur les besoins en abreuvement sur les parties estives. Alors, vu que c'est avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne, je n'ai pas enfin, voilà, le détail sur le territoire, sur l'échelle. Mais voilà, moi, c'était juste pour apporter aussi, je pense qu'en effet, l'apport des eaux souterraines, c'est des questions qui là aussi, deviennent de plus en plus actuelles par rapport au réchauffement climatique. Et donc, on est aussi en train, nous, de se structurer pour avoir un peu plus de partenariat avec cette structure. Merci beaucoup, Peggy, pour cette info. Merci à tous les intervenants. Comme je le disais tout à l'heure, je vais vous envoyer un petit mail avec les coordonnées de tout le monde et le lien pour retrouver les présentations et le replay de ce café d'ici quelques temps sur notre site internet. J'en profite pour placer le prochain Café Gène qui est justement sur les actus un peu financement et donc sur les nouvelles, comment dire, le nouveau fonds vert et la dotation aménité rurale. Donc, ça aura lieu le 29 février prochain, de 9h à 10h30 toujours. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir.